bonjour et bienvenue à Saint-Maur. Alors nos deux invités, Jean-Pierre Allot et Catherine Vell, se sont frottés à la littérature, forcément, mais ils ont aussi un lien fort à l'image, à l'audiovisuel. Et comme aujourd'hui on parle de cinéma, de télévision à Saint-Maur, on ne pouvait pas ne pas les recevoir. Alors dans la famille Vell et Brard Chanson, je demande Catherine, la fille, auteure de Un pas dans les nuages, que je vais attraper, paru chez Anne Carrière et dont je vous conseille la lecture. Qu'est-ce qu'elle nous a fait d'autre, Catherine? Plein de choses. Il y a aussi La Vallée des mensonges qui a été adaptée avec grand succès, j'ai entendu dire, sur France 3, bravo. Et Le Château des Oliviers, 20 ans après, écrit en famille, dont je vous conseille aussi la lecture. Mais alors Jean-Pierre Allot n'est pas en reste, alors ça non. Jean-Pierre Allot est un bon vivant, on peut le dire, c'est un passionné de bon vin et de patrimoine qui nous a offert Le sang de la vigne, paru chez Fayard. Voilà, je les attrape à chaque fois, vous avez vu comme c'est physique. Et il nous revient plus récemment avec La Pomme d'or de Rocamadour. Hein, vous partez pas sans. Je suis donc très contente de les interviewer et j'avais envie de vous demander qu'est-ce qu'on ressent quand on est adapté à l'écran? Est-ce que c'est quelque chose qui est angoissant, qui est exaltant? Comment vous l'avez vécu tous les deux? Moi, j'avoue que quand on a imaginé avec Noël Balin le sang de la vigne, c'était un personnage... on n'avait pas mis véritablement un nom derrière un acteur. C'est-à-dire, on a écrit la série, on a écrit une quinzaine de bouquins avant l'adaptation. Pour ne rien vous cacher, notre Benjamin Cooker, qui est devenu Benjamin Lebel, c'était davantage un Philippe Noiret que le Pierre Arditi que vous connaissez aujourd'hui dans l'adaptation. Donc Philippe Noiret n'étant plus de ce monde, c'était bien. Il avait l'élégance, Mais... vous savez, on vit pendant des journées, des nuits entières avec des personnages qu'on crée, et un jour, par la magie de la télévision, ils sont complètement incarnés. Donc c'est toujours un peu troublant. Alors c'est vrai qu'en tant que romancier, on est un peu schizophrène, hein, tous. Mais là, en l'occurrence, de voir son héros incarné par un des acteurs qui aujourd'hui... Ouais, par Monsieur Arditi quand même. Ah oui, Pierre Arditi a cette espèce de cote auprès des femmes, mais aussi des hommes. Et il est, comment dirais-je, il a endossé ses habits d'œnologue avec beaucoup d'intérêt, parce que d'abord, il adore le vin, et donc il n'a aucune difficulté pour interpréter ce personnage. Et il se régale lors des tournages. Donc c'est beaucoup de plaisir. Et alors vous, Catherine, avec La Vallée des mensonges sur France 3, 4 millions de téléspectateurs? 4 millions exactement en juin dernier à cette époque. Et je me disais, nous n'aurons aucun succès. Je suis un auteur qui n'est pas encore très connu. Le metteur en scène et l'héroïne, l'actrice principale, étaient connus de leurs meilleurs amis, mais ça n'allait pas beaucoup plus loin. Et contre toute attente, nous avons été juste derrière TF1, devant France 2. C'était formidable. Alors moi, ce qui m'a troublée, d'abord ça m'est tombé dessus, le livre était sorti il y a une dizaine d'années. Je n'avais pas vraiment cherché. Mais ce qui était drôle, quand vous dites que nous sommes un peu schizophrènes, on est peut-être un peu malades. À l'époque, je travaillais au magazine Marie-Claire. Et c'était très dur, très stressant. Et on m'avait demandé chez Flammarion d'écrire quelque chose qui soit un peu entre thriller et suspense. Et j'avais ma mère régulièrement au téléphone, Frédéric Hébrard, donc l'auteur du Château des Oliviers, qui me disait « Tu vas bien, ma chérie, aujourd'hui ?» Et je lui disais « Écoute, très bien, j'ai tué 2 personnes, ça m'a fait un bien fou. Oh, je suis contente, c'est bien. Et demain ?» J'ai dit « Je pense que demain, j'en ai encore 1 ou 2 à tuer et je me sentirai très bien. » Et on éclate de rire en disant « On est peut-être sur écoute, il faut faire attention. » Est-ce que l'un et l'autre, vous avez été impliqués dans le travail d'adaptation? Est-ce qu'on vous a consulté pour les choix artistiques? Non. On m'a pris pour une débutante et je le regrette. Et j'ai juré que la prochaine fois, parce que j'ai peut-être 2 projets, je participais à l'adaptation. Je sais, parce que dans la famille, on a été beaucoup créateurs et adaptés. Je sais qu'il y a des modifications inévitables entre le passage de l'écrit à l'écran. Mais je pense que l'œil de l'auteur est important pour garder un certain socle, un certain univers qui nous semble évident, qu'il est à la fin, quand on voit le résultat, qu'il ne l'est peut-être pas tout de suite pour les gens qui adaptent. Oui, je suis d'accord avec Catherine. C'est-à-dire que le monde de l'écriture, le monde du romancier est certainement peut-être pas le même que celui de la télévision. Donc la chaîne, la boîte de production vous achète les droits et après, vous avez le droit de vous taire. Oui, un grand droit. On vous dit, vous n'êtes pas scénariste. Alors c'est vrai qu'on n'est pas scénariste, sauf qu'on a écrit l'histoire et qu'on a écrit les dialogues. Et
je crois que la cloison entre le monde de la fiction et celui de la télévision est entretenue. Et on nous a dit, vous n'êtes pas scénariste, donc on vous achète les droits, on les achète à bon prix, mais vous n'avez plus rien à dire. Alors, on a un statut de consultant, c'est-à-dire qu'on est consulté sur le scénario et on vous dit, vous corrigez s'il y a des incorrections sur le terrain de la crédibilité de l'intrigue, voilà. Mais ça ne va pas au-delà. Plus, quoi. D'accord. Et c'est vrai que, alors, finalement, l'esprit du bouquin est respecté, l'esprit de la série est respecté, mais on est quand même très loin de l'imaginaire que nous avons créé. Voilà. Alors, Catherine, je pense qu'il faut organiser un pool des auteurs qui veulent s'adapter. Absolument, qui participent peut-être de plus près au travail, mais c'est jamais très très évident. Alors, je peux ajouter quelque chose, c'est-à-dire que allez-y. La série chez Fayard, donc c'est Le sang de la vigne, et la série chez 10-18 des Cantarelles, je me suis promis et je me suis battu avec l'éditeur. J'ai dit, on vendra les droits à une société de production qui acceptera que je co-scénarise. Et mon éditeur, puisqu'on a eu une proposition il y a de cela 3-4 ans d'une grande maison de production qui voulait acheter les droits, mais où il n'était pas question que je scénarise, et on a refusé, j'ai refusé catégoriquement. Vous avez vraiment pris les devants, quoi, voilà, pour cette fois. De façon à pouvoir au moins co-scénariser et être de la partie. Je suis tout à fait d'accord avec mon cher voisin. Moi, j'ai hélas pour Sœur Chocolat, qui est aussi paru chez Anne Carrière, qui n'est pas le dernier. Ça, c'est un grand film, c'est pas de la télé, c'est un film à grand spectacle. J'ai eu 3 propositions de producteurs que j'ai refusées parce qu'on ne me demandait pas de participer, ok, mais surtout parce que les premiers jets d'adaptation, il faut que les lecteurs le sachent, quand ils sont déçus après avoir lu un livre et qu'ils voient un film, il faut savoir que souvent nous avons du mal à défendre, je ne dirais pas chaque phrase, chaque scène, mais quelque chose qui est comme la colonne vertébrale et la véritable essence d'un récit. Alors Catherine, qui ne se souvient pas du château des Oliviers avec l'inoubliable Brigitte Fossé? Brigitte Fossé. Qu'est-ce qui vous a donné envie de participer en famille à l'écriture du château 20 ans après? Est-ce qu'il y a eu des engueulades? Ça n'a pas dû être évident. Pas du tout. Un jour, j'ai eu Guillaume Robert qui m'a appelé de chez Flammarion en me disant « Est-ce que tu t'entends bien avec ta mère ?» Oui, pourquoi? Est-ce que vous écririez ensemble? Mais je dis « On ne l'a jamais fait. Écoute, voilà son 06, etc. » Il l'appelle, il lui dit « Voilà Frédéric, je connais bien Catherine, j'ai hérité de beaucoup de vos livres en arrivant chez Flammarion. À la fin du roman et du film du Château des Oliviers, une jeune femme qu'on croyait mourante, elle avait un cancer, apprend qu'elle est guérie et qu'elle est enceinte, il y a 20 ans de ça. Pourriez-vous, avec Catherine en tant que mère et fille, écrire le Château des Oliviers 20 ans après ?» Et maman dit « Ça roule, comme ça. Ça roule, je demande juste une chose, c'est que ce soit une petite fille. » qui soit née, elle a 20 ans et je veux qu'elle soit le sosie de Brigitte Fossé. Brigitte était ravie, on était tous censément partis pour tourner une suite et là, France 2 nous a dit non, les Français n'aiment plus les feuilletons. Donc on va pas le voir à la télé. France 2 parce que vraiment toute l'équipe est prête à repartir. Bon, vous avez entendu d'autres choses. On le verra pas. Alors pour l'instant, c'est dans les tiroirs, lettres mortes. Pour le moment, non. D'accord. Alors on l'a dit, vous avez un lien fort tous les deux à la télé, mais vous êtes avant tout des passionnés d'écriture, férus de littérature. Et alors Jean-Pierre, vous nous revenez avec la Pomme d'Or de Rocamadour. Oui. Vous parvenez à rendre un conservateur de monuments presque sexy, et ça déjà c'est un exploit. Comment est né ce personnage de Séraphin Cantarelle? Alors en fait, Séraphin, moi j'ai 2 passions dans la vie, le vin et les vieilles pierres et l'histoire. Et je crois que si je n'avais pas été journaliste et écrivain, j'aurais aimé être conservateur de musée. Donc l'idée de créer un personnage qui... alors, la série se passe dans les années 70-80, c'est-à-dire on est dans les années Pompidou, Giscard, vous voyez, ces années qu'on appelle vintage aujourd'hui. Et donc où il y avait un vent de liberté qui n'existe plus aujourd'hui. Il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas le principe de précaution qui vous interdit de faire quoi que ce soit aujourd'hui. Et donc, j'ai imaginé ce personnage de Séraphin, qui est le patron des conservateurs et musées de France. Donc, il a autorité sur tous les lieux historiques très forts, que ce soit la cité de Carcassonne, que ce soit Notre-Dame de Paris, Reims, le phare de Cordouan. Et voilà. Et l'idée, c'est d'aller planter une histoire dans un lieu patrimonial très fort, le Mont-Saint-Michel, Rocamadour, et que cette série soit prétexte à découvrir le lieu véritablement,
avec une enquête qui soit à la fois sur le terrain de l'histoire, du patrimoine. Vous savez, le succès de l'émission des Racines et des Ailes de Patrick de Carolis, les Français sont en train de se réconcilier avec leur patrimoine. Ils regardent les vieilles pierres avec un regard neuf. Et je crois que je me suis servi un petit peu de ce nouvel intérêt. Et par là même, mon personnage, il a la cinquantaine flamboyante, il aime bien manger, il aime bien, fumer le cigare, il est politiquement incorrect. Mais c'est ce qui me plaît. Non, c'est sympa. Voilà. Et si on quitte Rocamadour, joyau de la vallée de la Dordogne pour les Cévennes, où Catherine, vous avez planté le décor de Un pas dans les nuages, on découvre que l'action se passe dans une petite station radio locale perdue, mais alors en pleine montagne. En 2 mots, c'est là qu'Alex, votre héroïne, tente de se reconstruire après le décès tragique de sa jumelle. Moi, j'ai trouvé que le décor et l'atmosphère sont vraiment très, très, très présents, presque comme un personnage à part entière. Est-ce que c'était une volonté quand vous l'avez écrit, alors, cet univers? Vous avez tout à fait raison. Je n'aime pas les histoires où tout d'un coup on a l'impression qu'on vous met 2 pages de respiration en décrivant la campagne, etc. Chez moi, il y en a beaucoup plus que 2 et c'est très difficile de ne pas être ennuyeux. Et en même temps, les Cévennes où j'ai passé 6 mois toute seule, dont 2 mois toute seule avec mon chat dans une maison non chauffée, j'étais le seul feu du hameau. Pour l'écrire ? Pour écrire, oui. Le village était à 4 km et j'ai dû louer des raquettes parce qu'il y avait de la neige. Je me suis régalée dans ce pays qui est le pays de mes ancêtres, puisque je suis la petite fille d'André Chanson de l'Académie française, qui m'ont élevée, ainsi que mes parents, mes frères, dans les Cévennes. Et j'ai voulu écrire un livre qui était à la fois un mélange de vie de cinéma, puisque mon héroïne a été cascadeur au cinéma, et en même temps une plongée dans une nature extrêmement sauvage, en me posant la question non pas qu'est-ce que nous faisons de mal sur le climat, qui est la grande question à la mode, mais plutôt en quoi le climat influe-t-il sur le comportement, les caractères des gens. Et je peux vous dire que dans les Cévennes, quand les bergers sont laconiques et qu'on connaît un peu l'environnement sauvage, rude, c'est un peu le Far West par moment, on comprend mieux les implications comportement humain et climat. Mais c'est marrant parce qu'on pourrait presque l'imaginer directement à l'écran. J'ai déjà des propositions. Il a 28 jours ou 29 jours aujourd'hui, il n'a pas un mois. Et j'ai déjà beaucoup de gens qui disent télévision, non, cinéma. Je croise les doigts. Pour le moment, je voudrais que le livre vive sa vie, que des gens le rencontrent et prendre le temps avant de me décider. Alors, si on m'a bien renseigné, votre adaptation préférée, Catherine, ce serait Misery de Stephen King. Je sais pas, Et Jean-Pierre, vous là, est-ce que vous avez une adaptation qui vous plaît particulièrement? Pardon? Est-ce que vous avez une adaptation qui vous plaît particulièrement? Non, je pense qu'il faut quand même laisser au réalisateur sa capacité à s'imprégner du personnage et voir à quel moment l'auteur et le réalisateur sont sur la même longueur d'onde. À partir de ce moment-là, je pense que l'adaptation peut véritablement décoller. Donc il faut être très attentif à la manière avec laquelle le réalisateur entend mettre en scène votre série. Et si le jeu des affinités fonctionne, tant mieux. Je vois pour Le Sang de la Vigne, il y a 3 à 4 réalisateurs. Mais je sais que je m'entends mieux avec 2 d'entre eux. Voilà. Et le résultat est meilleur, me semble-t-il, quand c'est... Avec ces 2-là. Et voilà. Peut-être parce qu'ils ont une vision qui est un peu à l'image de la mienne, de mon personnage. Je voulais revenir à ce que vous disiez. J'ai adoré Misery, mais Un pas dans les nuages tient beaucoup plus de Shining. Voilà, c'est la neige, c'est la solitude, c'est quelqu'un qui veut se reconstruire. Elle anime une petite radio locale, elle n'est pas auteure comme le personnage interprété par Nicholson. Et il va se passer des choses. Je suis plus Shining là. On vous souhaite en tout cas le même succès que Shining. Merci beaucoup à tous les 2 d'être venus aujourd'hui à Saint-Maur. Merci. Et bonne route. Merci beaucoup. À l'écrit et à l'écran. Voilà. Merci partenaire. Merci.